shall overcome. We shall overcome. We shall overcome someday. Franck Kazé, merci de prendre ce moment pour apporter votre témoignage sur le parcours, un aspect du parcours de votre vie par rapport aux différentes tragédies que le pays a connues. Vous aviez quel âge en 72? J'avais 4 ans. Ouais. Je parle de 72 parce que 72 a marqué votre vie, la vôtre et celle de votre famille. Oui, absolument. Absolument. Pour avoir perdu notre papa cette année-là, c'était au dire de notre grande sœur, l'aînée de la famille, et de mes oncles. C'était au début du mois de mai, en 72. Vous êtes à combien dans votre famille? La famille, nous sommes à 9. Donc le cadet de la famille est né après la disparition de notre père en 72. Et donc certains, en rigolant comme ça, disent c'est comme si votre père savait qu'il allait partir tôt, parce qu'il est mort, je pense, à 43 ans, et il avait déjà 9 enfants, et donc la fratrie, elle est assez large, et donc certains rigolent en disant mais bon, vu qu'il n'avait que cet âge-là avec 9 enfants, donc c'est comme si il sentait que quelque chose pouvait arriver à n'importe quel moment. Qu'est-ce qui s'est passé pour qu'il disparaisse? Qu'est-ce qui s'est passé? D'après les dires de mes oncles, et particulièrement d'un de mes oncles, il dit avoir vu des gens venir prendre notre père de la maison et l'embarquer dans un véhicule, et il paraîtrait que c'était des militaires. Qu'est-ce qu'il avait fait? Ben, visiblement, il n'avait rien fait, juste parce c'était un Hutu intellectuel. Où est-ce qu'ils l'ont amené? Je dis cela parce que le même oncle, en fait, après cela, le même oncle, en fait, qui habitait à la maison, il a fui le même jour, la même nuit, à pied, vers le Congo, vers le Zaïre à l'époque. Oui. Alors, votre père a été amené par des militaires, donc comme beaucoup d'autres, Hutus instruits à l'époque. Est-ce que vous avez eu encore des nouvelles de lui après cela? Jamais, jamais. Notre grande sœur, qui était donc l'aînée de la famille, tout comme les oncles, en fait, qui ont vu l'oncle qui a vu comment notre père a été amené, personne n'a eu de nouvelles de lui depuis. Vous ne savez pas s'il a été tué, dans quelles circonstances, où est-ce qu'il aurait été jeté? Rien, rien du tout. Par rapport à ce dernier aspect, je me rappelle que de temps en temps, lorsqu'on passait sur la route menant vers l'aéroport, la grande sœur, quand on passait, il y a une clôture qui est à quelques 2-3 kilomètres à droite, quand on va vers l'aéroport. Il y a une grande clôture, une très longue clôture, où il y avait rien à l'intérieur. Et à chaque fois qu'on passait par là, je pense qu'il y avait une rigole dans laquelle coulait de l'eau. Et il y a notre grande sœur qui disait notre père est enterré là-bas. Et à chaque fois, elle avait la chair de poule, elle avait les larmes aux yeux. Vous n'avez jamais essayé de vous approcher de cet endroit pour voir si vous pouviez aller plus loin? Jamais, jamais, non, non, non. Est-ce que vous avez fait un deuil de votre père quand il est parti? Non, il n'y avait pas de deuil, il n'y avait pas de... je me rappelle en fait qu'on a fait la levée définitive, la levée de deuil définitive, c'était en 2014.
Et donc, c'était la seule possibilité, le seul moment de pouvoir le faire où la famille s'est organisée. Ma grande sœur qui est en Nouvelle-Zélande, nos frères, nos sœurs qui sont dans d'autres pays en Europe et ailleurs sont venus. Ils sont venus pour la levée de deuil définitive et ils ont dit que c'était le seul moment où ils pouvaient s'organiser parce qu'à l'époque, on ne pouvait pas faire le deuil de ceux qui disparaissaient de cette manière-là. On ne pouvait pas non plus faire ce type de cérémonie de levée de deuil des personnes qui avaient disparu de cette manière-là. C'était interdit? C'était interdit, il paraît. Qu'est-ce qui a changé dans votre vie depuis la disparition de votre père? Je pense qu'il doit y avoir beaucoup de choses qui ont changé parce qu'à l'époque, notre papa, il était agronome, un agronome assez renommé, étant donné qu'il paraîtrait que c'est lui qui aurait mis en place les grands jardins les plus connus à Bujumbura, que ce soit le jardin de Nyakabiga, le jardin de Ngagara, quartier 2, ou encore le grand jardin dans Roero, et on l'appelait Bwanashamba. Et c'est quelqu'un qui, visiblement, était assez important dans le domaine parce qu'il aurait été faire la même chose dans des provinces comme Gitega, Bubanza, Bururi et dans beaucoup d'autres endroits à travers le pays. Et il paraîtrait qu'il aurait même occupé un poste de ministre d'État à l'époque du gouvernement de Michombero. Et donc, c'était quelqu'un d'assez important et donc qui, du coup, devait avoir assez de richesse et donc assez de moyens pour bien faire vivre sa famille. Sur la question de savoir ce qui aurait pu changer dans notre vie, certainement beaucoup de choses, notamment sur le quotidien. Je sais que du coup on a déménagé de Nyakabiga 1 à Nyakabiga 3 dans une propriété qu'il était en train de faire bâtir. Et le seul souvenir de mon père qu'on me dit de lui, c'est que de son vivant, quand j'étais petit, en fait, on me taquine dans la famille en disant que j'étais le premier à savoir conduire. Parce que avec sa voiture, sa VW, donc il me prenait sur ses genoux, il me posait sur ses genoux et me faisait prendre le volant pour faire sortir la voiture, le véhicule de la parcelle. Et après, il me redéposait par terre quand la voiture était à l'extérieur. Et on me taquinait en disant que j'étais le premier à savoir conduire avant tout le monde. Et donc, depuis, je n'ai pas revu la voiture de mon père. Et l'on dit qu'il y a beaucoup de biens qui auraient été saisis et qui appartenaient à mon père et donc à la famille. Et certainement beaucoup de choses ont changé. Comment vous avez fait pour survivre matériellement? On a vécu tant bien que mal, particulièrement grâce à notre grande sœur aînée, à qui je tire le chapeau. Naturellement, d'abord notre maman, donc qui s'est battue. On était 9 enfants et notre maman était encore très jeune. Et elle s'est battue tant bien que mal pour nous faire vivre en vendant à l'époque ce qu'on appelait Inzogazo Mosi Gitanda, donc de la Primus et de l'Amstel en détail pour nous faire survivre. Et certainement grâce également à des oncles qui occupaient à partir d'une certaine époque de postes importants et qui intervenaient certainement de temps en temps dans la famille. Mais la grande sœur qui a dû interrompre ses études pour appuyer notre maman pour nous faire vivre et qui n'a pas pu terminer ses études et à qui je tire le chapeau et qui était notre deuxième mère et à qui je dis merci, grand merci. Le petit garçon de 4 ans que vous étiez, il grandit sans la présence rassurante de son père. Ça vous faisait quoi à cet âge-là, à cette époque-là?
Écoute, moi je le vivais naturellement, je ne me posais pas de questions et donc le petit garçon que j'étais jusqu'à un certain âge, donc c'est comme si la vie devait être de cette façon-là. Je me rappelle que par contre, pour n'avoir pas connu mon père, parce que le portrait de notre papa était au salon. Et quand j'allais à l'école primaire, quand j'étais petit, à l'école primaire, quand j'allais à l'école Saint-Michel, j'avais remarqué un homme qui ressemblait quelque peu à mon père. Et je me suis mis dans l'esprit que ça pouvait être lui. Et du coup, je l'ai suivi. Je l'ai suivi jusqu'à une propriété que je pense, à une parcelle que je pense qui devait être la sienne et celle de sa famille. Et je me rappelle que pendant un moment, pendant des mois, je me postais devant le portail au-delà de la rue, sans trop m'approcher du portail, juste pour le voir, pour le plaisir de le voir et de me dire que j'étais en train de voir mon père et peut-être qu'un jour qu'il me regarderait et peut-être se rendrait compte de quelque chose et me faire signe peut-être en me disant peut-être qu'il pouvait reconnaître en moi quelque chose, quelque ressemblance et dire mais bon, mais c'était juste dans mon imagination. Il y a eu 72 avec le désastre et les tragédies que ça a constitué. Il y a eu d'autres époques de notre vie en tant que Burundais, où les gens ont été tués parce qu'ils étaient Tutsis, parce qu'ils étaient Hutus, parce qu'ils étaient de tel parti, etc., jusqu'à aujourd'hui. La Commission Vérité et Réconciliation, aujourd'hui, exhume des corps qu'elle présente le plus souvent comme étant ceux de victimes de 72. Qu'est-ce que vous pensez de cette initiative? Écoutez, l'initiative ne peut être que louable. Ne peut être que louable. Mais je me dis que le Burundi a tellement perdu de ses fils et de ses filles que le plus important, ce n'est pas de penser à telle époque ou à telle autre, mais plutôt de penser à tous ceux qui ont perdu et tous ceux qui sont morts, tous ceux qui ont été emportés pendant les périodes noires de notre pays, que ce soit 65, 69, 72 ou 88 ou 93 ou encore 2015 jusqu'à ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui, où les enfants du pays sont en train d'être tués par ceux qui devaient veiller à leur protection et à leur bonne vie. C'est très dommage. Je me dis qu'on devrait beaucoup plus penser dans ce sens que de dire nous sommes en train de chercher ceux de 72 et nous avons trouvé ceux de 72 ou ceux de... Le plus important, c'est de trouver toutes ces personnes-là sans leur donner une étiquette qui se soit, sauf des Burundais qui sont morts alors qu'ils ne devaient pas mourir, qui sont morts pour des raisons qui n'étaient pas de bonnes raisons. De toute façon, il n'y a jamais de bonne raison de mourir que de mourir de sa belle mort. Et à mon sens, les Burundais, ils ont beaucoup plus besoin. La priorité pour les Burundais aujourd'hui devrait être autre chose. D'abord, une vraie justice, non pas pour le passé, mais pour quiconque commet un crime, n'importe lequel, et une justice pour tous, et une justice équitable. Et ce n'est qu'après qu'on pourrait penser à une justice pour le passé. Et aujourd'hui, les Burundais sont en train de mourir de faim. Combien de chômeurs il y a dans le pays? Combien de personnes sont en train de mourir de faim dans le pays? Les gens ont besoin de savoir d'être assurés qu'ils vont avoir à manger aujourd'hui, à manger demain, à manger le matin, à midi, le soir. La justice, comme on dit en Kirundi, elle est dans le ventre. C'est d'abord les gens qui doivent d'abord être assurés de pouvoir vivre correctement, d'avoir la sécurité le matin comme la nuit, la journée comme la nuit. C'est très dommage. Je me rendais compte, et c'était combien c'était lamentable que même avant ce qu'on appelle à Magoumé
au Burundi, personne ne pouvait se rendre dans les quartiers périphériques, déposer un ami après 18 heures sans le risque de se faire tuer, sans le risque de se faire agresser. Et c'est très dommage. Je pense qu'à mon sens, les priorités sont d'abord là. Et après, on peut penser à autre chose. J'ai perdu mon père. J'ai perdu mon père. Mais je ne pense pas que mon père serait fier qu'aujourd'hui je puisse, ses enfants, ses petits-enfants, ses arrière-petits-enfants puissent mourir de faim dans le pays pour lequel, sans doute, il s'est battu dans le travail qu'il faisait. Un père Hutu, une mère Tutsi, des crises répétitives où chacun devait choisir pratiquement son camp par rapport à en fonction de son ethnie. Avez-vous eu affaire à ce genre de situation? Ah oui, absolument. Mais c'est à partir d'un certain âge. Moi, j'ai pris conscience de cela à un âge avancé, où j'étais déjà en troisième moderne. C'était en 90, en 91. Et là, j'étais dans un âge déjà avancé, et donc j'étais suffisamment mûr. Et là, encore une fois, je tire le chapeau à ma mère pour ne nous avoir jamais mêlés à ce type d'histoire. Nous avons grandi dans une atmosphère où notre mère ne nous a jamais parlé de ces histoires d'ethnie. Certainement pour nous préserver de ces histoires tristes où on entend des Hutus en train d'insulter à tout bout de champ des Tutsis en train d'insulter à tout bout de champ des Hutus, à désirer leur mort, etc., alors que ce n'est que la vie de tout le monde et la paix, la vie paisible de tout le monde qui pourrait permettre à tout le monde de bien vivre dans un pays, comme on dit, de paix, de miel, comme on le chantait à l'époque. Franck Azé, merci pour ce moment. C'est moi qui vous remercie. Overcome, we shall overcome, we shall overcome. So